Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité. Avec nous ce matin, l'avocat Newton Saint-Just. C'est l'un des avocats de l'État haïtien et ces derniers jours, il est avec ses collègues avocats très présents dans la presse. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille, même si nous avons souhaité que ça nous conçoit par l'avant. Mais quand même, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bonjour, maître, bienvenue. Merci parce qu'on a accepté l'invitation, malgré pression que nous connaissons qui gagne sous vous, je dis, au tiraillis un peu partout, je dirais. Et bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle les auditeurs et téléspectateurs auront à suivre cette émission, j'espère. Et je salue tous les téléspectateurs, les auditeurs qui suivent le point. Et j'espère que nous ferons la mise au point qu'il faut. Et sur ce que tu viens de dire, mon frère, à savoir, tu aurais souhaité me recevoir avant. Et tu sais, c'est pas ce qui s'est passé hier appartient au passé. Et gérons le présent. Gérons le présent et que le présent va supplanter à la fois le passé et l'avenir. Parce qu'au moment où nous parlons, le dossier évolue avec l'extradition de Jarre, son audition aujourd'hui en Floride. Donc, nous ne savons pas ce qui va se passer parce que pour chaque personne extradée, pour chaque personne qui comparaît, et il y aura les charges peuvent être différentes. Cela dépendra de ce que l'enquête a révélé sur leur degré de participation. Donc, le dossier évolue là-bas et en Haïti, malheureusement, il y a une stagnation totale. Mais cela est dû à plusieurs facteurs que nous allons peut-être voir ensemble si nous avons le temps et les moyens. De notre politique. Oui. Maintenant, dites-nous, maître, pourquoi avez-vous mis du temps avant de... vous n'êtes pas le seul avocat de l'État haïtien. Pourquoi ce n'est que ces derniers jours que l'on peut vous entendre? D'abord, je pense qu'il y a une précision nécessaire à faire. Je n'interviens pas dans ce dossier comme avocat de l'État haïtien. Comme avocat, j'interviens comme citoyen. Et mon intervention aujourd'hui est liée à une lettre que j'ai adressée en date du 27 décembre au New York Times, qui a écrit 2 articles sur l'assassinat de Jovenel Moïse avec la journaliste Maria Abi Habib. Vous avez souhaité que l'on mène une enquête sur la les motivations et j'ai estimé que ces 2 articles ont fait état d'une piste d'enquête qui n'est pas conforme à ce qui a été établi à la fois par la police nationale, par le FBI et par le RNDDH. Et j'ai dénoncé à travers cette lettre ce que j'appelle, peut-être en anglais, diversion tactics ou diversionary maneuvers. Je veux dire des diversions, des actes de manipulation de l'opinion pour cacher la vérité sur les auteurs intellectuels de cet assassinat. Et après la lettre adressée au New York Times, et comme vous avez pu le remarquer, dès le 4 janvier, après l'arrestation de Palacios, d'abord on a changé de journaliste sur le dossier haïtien parce que l'article du 4 janvier a été écrit par 2 journalistes, Frances Robles et Anatoly Koumanaev. Et le dernier article qui pointe du doigt M. Ariel Henry
a été écrit uniquement par Anatoly Koumanaev. Et le New York Times a épousé, si je peux m'exprimer ainsi, une deuxième thèse, une autre piste d'enquête, à savoir celle du coup d'État, qui a été préparée aux États-Unis même, parce que à travers les 2 premiers articles de Mme Habib, il n'a pas été question des Colombiens, il n'a pas été question de cette préparation minutieuse et coûteuse aux États-Unis. Donc, il s'agit là de 2 thèses différentes. Malheureusement, le New York Times n'a pas pris le soin de nous expliquer comme lecteurs pourquoi cette dichotomie ou encore cette contradiction. Certainement, je suis convaincu que cette opération à laquelle nous avons assisté, cette opération qui a pris tant de temps et de moyens, a été financée par des dealers de drogue. Mais dire que ces Colombiens étaient venus chercher une liste de trafiquants de drogue et d'armes, pour moi, c'est une aberration purement et simplement. Et les faits, les premiers faits de l'enquête, je veux dire, les faits qui se trouvent dans la plainte du FBI, dans la plainte de la justice américaine contre Palacios, rejettent d'un revers de main cette question de liste de trafiquants d'armes et de drogue. Et si nous prenons la dernière article du journal Le Monde, écrit par M. Nicolas Boursier, et certainement, M. Jovenel Moïse, l'ancien président Jovenel Moïse, avait appelé Ricardo Centefus, lui demandant de l'OEA, pas secrétaire général, mais représentant du secrétaire général de l'OEA en Haïti. Il l'a appelé au mois du mois d'avril pour lui demander de produire un rapport sur les gangs, les dealers de drogue, et également l'épidémie, les dégâts causés par l'épidémie du choléra en Haïti, et finalement un document ou un rapport sur un pacte de garantie démocratique pour l'avenir du pays. C'était donc, je dirais, un travail qui avait 3 missions. Mais M. Centefus a dit au journal Le Monde que M. Jovenel ne lui a communiqué aucun nom de trafiquant de drogue ou d'armes. Et le journal Le Monde a déclaré, je parlais de M. Nicolas Boursier, que le document qu'ils ont consulté ne contient aucun nom de dealer de drogue ou d'armes. C'est-à-dire qu'il y a cette campagne de diversion qu'il faut d'entrée de jeu dénoncer, parce que, vous savez, en matière de procès criminel, l'opinion publique, l'influence de l'opinion publique joue un rôle fondamental. Et dans ce dossier, qui est d'une complexité complexement complexe, et permettez-moi ce pléonasme qu'il soit considéré comme un renforcement de la pensée, c'est pour dire qu'il y a tellement de personnes de tête qui ressemblent à ce crime, il devient difficile d'avoir une investigation aboutie, et il est vraiment difficile de déterminer l'auteur ou les auteurs intellectuels de ce crime. Donc, cette campagne de c'est pourquoi vous avez sollicité qu'il y ait une enquête. C'est bien sûr la motivation de Mme Habib. Malgré que le journal, malgré que le New York Times demeure un journal de référence. De référence et aussi très prestigieux. Très, très prestigieux. Et je me demande, est-ce que j'étais en train de rêver, comment le New York Times a pu accepter la publication de cet article fait sous fond de contradiction. Et, bien entendu, et avec des choses à reprocher, comme je l'ai fait. Et je ne vais pas dire qu'ils m'ont donné raison, que c'est une victoire pour moi, mais ce qui est important, il y a certains journaux à travers le monde qui se donnent l'autorité d'écrire sur Haïti, et je ne sais pas pourquoi ce dossier est une priorité pour eux. Mais nous autres, comme citoyens, nous ne devons pas rester neutres, ou ça veut dire rester dans l'ombre par peur de je ne sais quoi. Et nous ne devons pas faire comme le gouvernement à travers ce qu'on fait. Et là, vous remettez en question, Maître Newton Saint-Just,
l'honnêteté ou encore la crédibilité même De la journaliste. De la journaliste. C'est clair. Je l'ai fait et j'ai écrit à 3 reprises au New York Times. Et à travers ce que je vois, ce qu'il publie actuellement sur Haïti, j'aurais souhaité que le New York Times a entendu la voix ou ait entendu la voix de la raison. Et je les suis. Oui, mais les personnes interrogées par la journaliste sont encore vivantes. Ça dépend. Parce que la journaliste avait écrit deux articles. Par exemple, le premier article qui date du 21 août 2021 est intitulé « He grounded Haiti's slant president and is the target of a drug inquiry ». Dans cet article, dans ce qu'on appelle le subtitle, le sous-titre, il y avait déjà un lien entre la drogue et l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous sommes au mois d'août. Mm-hmm. Maintenant, l'article du 12 décembre, le titre était clair. Mm-hmm. Haiti's leader kept a list. His assassins came for it. Le leader haïtien, le président haïtien avait, il n'y a pas de supposition, il n'y a pas de conditionnel. Mm-hmm. Le président, c'est pas aurait, mais avait une liste et ses assassins étaient venus la chercher. Mm-hmm. Donc, c'est une thèse selon laquelle l'assassinat du président est lié à une question de drogue ou c'était des assassins qui étaient venus chercher une liste de trafiquants de drogue. C'est une aberration. Nous l'avons déjà démontré. Est-ce que vous pensez que la journaliste ciblait une personnalité directe à travers cette enquête? D'abord, je ne sais même pas s'il y avait d'enquête. Je m'explique rapidement. La journaliste parlait d'une liste qui était ou sur laquelle travaillaient 4 officiels. Mais elle n'a pas cité de nom. Mais comment comprendre qu'une liste préparée par 4 personnes, 4 officiels, ne contienne qu'un seul nom? Je ne peux pas comprendre. Mais pourquoi le président Jovenel Moïse aurait choisi de produire un travail, une liste pour remettre aux autorités américaines, une liste avec un seul nom? Cela pourrait être l'objet de simple appel pour dire que le trafiquant c'est Newton, le trafiquant c'est Wendell. Okay. Donc c'est une aberration. Ok. Maintenant, ce que je dénonce, ce que vous devez comprendre, c'est pas que l'opération ou le coup d'État, l'assassinat n'a pas de rapport avec des dealers de drogue. Je suis convaincu que des dealers de drogue, des hommes d'argent ont financé ce qui s'est passé. Mais je ne comprends pas et je conteste le fait selon lequel ces assassins étaient venus chercher une liste. Je ne sais pas si vous avez pu saisir la différence. Je suis convaincu que ça a été financé, qu'il y avait l'argent de la drogue pour financer le coup d'État. D'ailleurs, le coup d'État assassinat, comme je l'appelle, a commencé depuis en 2019, lorsque le juge Noël Sius Jean Roger a émis un mandat d'amener contre Jovenel Moïse dans l'affaire du massacre de la Saline. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, selon un document provenant du décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le décanat a reconnu effectivement qu'il y a un dossier sur le massacre de la Saline, mais ne comportant aucun nom. C'était une instruction ouverte contre des inconnus, contre X. C'est le premier fait. Deuxièmement, le nom de Jovenel Moïse n'y figure pas. Mais troisièmement, le plus dur, c'est que le décanat n'était pas en mesure de vérifier l'authenticité d'un mandat émis par un chef d'État qui avait domicile connu. Ça veut dire que c'est une opération qui a commencé, c'est un processus qui a commencé dès 2019, qui a connu un premier niveau en termes d'accélération le 7 février 2021 et qui a abouti à l'assassinat le 7 juillet
2021. Ce juge, Oui. dans le CIUS, Ouais. il est à l'étranger? Il est à l'étranger depuis lors. On n'a pas assez de nouvelles, mais comment comprendre qu'un juge émette un mandat, comme contre un président, un mandat d'amener? Peut-être il y avait, il n'y avait pas de flagrant délit. Lorsque le dossier est arrivé au cabinet d'instruction, le délai de flagrance n'existait pas. On s'est écoulé très largement. Mais en le général, président a un domicile connu. En général, un mandat d'amener, à quel moment on peut le lancer? En matière de flagrance, c'est le principe général. Oui, mais pas seulement en matière de flagrance. Si on vous invite une première fois, Non, ça n'existe et vous ne répondez pas. Ça n'existe dans aucun texte de loi. Et il faut le dire à nos amis téléspectateurs, après deuxième ou troisième ou quatrième invitation, C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, ça n'existe dans aucun texte. C'est seulement en cas de flagrance. Et puis, je vous dis, c'est le commissaire du gouvernement qui peut le faire en cas de flagrance. Mais le juge d'instruction peut le faire à tout moment, si le juge nécessaire. Il y a nuance. Je le dis, le commissaire du gouvernement, le juge de paix, je ne sais pas si en matière de flagrance. Mais pour le juge d'instruction, c'est une autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un dossier dans lequel le juge d'instruction a émis un mandat d'amener contre un président dont il connaissait l'adresse, bien entendu, le domicile, et aujourd'hui, notre justice n'est pas en mesure de vérifier l'authenticité d'un mandat. Et c'est ce mandat, et c'est important, c'est ce mandat qui a servi de base, je dirais, aux Colombiens, de prétexte pour eux de venir en Haïti. D'ailleurs, c'était la firme qui a été embauchée pour recruter ces Colombiens aux fins d'assassiner l'ancien président Jovenel Moïse, a très clairement établi par devant la justice américaine qu'ils étaient venus exécuter un mandat après avoir signé un contrat de manière la plus régulière et que ce contrat a été signé avec une autorité judiciaire en Haïti, une personne qui avait autorité pour le faire. Ça peut Maintenant, être la un juge, justice- ça peut être un juge Oui, bon, ou un commissaire. Bon, les avocats du CTU voulaient parler de Mme Koch à l'époque. Maintenant, il appartient à la justice haïtienne et américaine maintenant de faire le jour sur ces faits. Mais ce que je veux essayer pas d'insinuer, mais d'expliquer, et ce que je n'arrive peut-être même pas à comprendre, à déployer donc comme avocat, comme citoyen, comment les plus hautes sphères de l'État de mon pays ont concocté, ont planifié un coup d'État assassinat contre un chef de l'État. Et vous n'avez qu'à citer les noms qui se trouvent dans ce dossier. Mais au-delà de ces institutions, je dirais, étatiques, j'aurais appelé des institutions républicaines, il faut aussi voir presque toutes les couches de cette société impliquées dans cette affaire, des pasteurs, des hommes de la classe politique. Donc, ce dossier, c'est aussi le procès de toute notre société avec tout ce qu'elle a en termes de soif, de pouvoir et d'avoir. Et bref, et je pense que c'est un cas spécial. C'est peut-être pour cette raison que c'est très difficile d'avoir, comme je l'ai dit au début, une enquête approfondie, disons, aboutie. Qu'est-ce que vos investigations vous ont permis de découvrir en termes d'argent décaissé pour cette firme qui a engagé ces Colombiens pour venir exécuter le mandat en question? Combien d'argent On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. On ne peut pas l'estimer pour le moment. Pourquoi? À la fin du mois de juin 2020, il a été, je dirais, une somme a été identifiée. C'était quoi le montant? C'était environ $700 000 américains sur le compte bancaire de CTU. Et ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que au début de l'année 2020, le compte bancaire de CTU était vide, était à zéro. Maintenant, cela ne veut pas dire que l'opération a coûté $700 000. Bon, c'est clair. Maintenant, et cela entre aussi
dans la ligne de défense des avocats de CTU. Ce qu'ils essaient jusqu'à présent d'établir pour la justice américaine, c'est qu'ils avaient, bien là, je veux parler d'Antonio Antoliago, Arcangel Politel Ortiz et Walter Bentemilla, ils avaient un contrat régulier avec des autorités en Haïti pour exécuter un mandat et pour assurer la sécurité de certains officiels et qu'ils ont payé les taxes requises par la loi. C'était l'idée. La loi américaine. Oui. Et d'ailleurs, les avocats de CTU ont dit très clairement que les autorités américaines étaient au courant de l'opération, c'est-à-dire du contrat. C'est pas quelque chose qui non, ils étaient au courant du contrat. Et de l'objet du contrat. Arrestation. De l'objet. Arrestation. De l'exécution de mandat. Oui. De l'exécution de mandat. Mais pour arrêter. Contre un haut fonctionnaire haïtien. Et ensuite, les agents, entre guillemets, de CTU, je vais vous parler de ces criminels colombiens, eh bien, ces hommes allaient ensuite se livrer à d'autres activités entrant dans le cadre du domaine de cette compagnie de sécurité et embauchée et dans les conditions que nous essayons de comprendre et d'expliquer. Mm-hmm. Maintenant, cela ne veut pas dire que de très fortes sommes d'argent ne sont pas allées vers ces hommes par d'autres voies. Mm-hmm. Il reste à déterminer cela. Maintenant, le plus important pour nous, il faut savoir qu'en matière de criminalité transnationale, ces genres de crimes ont comme support, je dirais, fondamental, ont comme épine dorsale l'argent. Si vous arrivez à contrôler, à localiser l'argent de ces organisations criminelles, il sera plus facile de localiser les auteurs matériels et intellectuels de crimes. Et dans l'état actuel des choses, vous ne savez rien sur l'origine, sur la provenance, de ces fonds. Et ce que nous savons, c'est que de très fortes transactions ont été effectuées en Haïti au cours de cette période. Des banques ont réalisé ces transactions au nom de personnes qui sont, entre guillemets, en anglais, dans le business, des hommes d'affaires qui ont des supermarchés, qui ont des quincailleries, des hommes qui ont l'habitude d'effectuer de telles transactions. Mm-hmm. C'est la première chose. Maintenant, l'autre problème, le FBI a identifié ou a découvert cela avec la police nationale, mais il arrive que cette information fondamentale, cette information ô combien importante, ne figure pas dans le rapport de la police nationale qui a été acheminé au parquet de Port-au-Prince. Cela veut dire que... Est-ce que vous voulez reprendre? Cette partie de l'enquête qui est importante, qui est cruciale, c'est-à-dire des transactions qui ont été effectuées en Haïti à travers de banques haïtiennes au profit de ces Colombiens, ces criminels, eh bien, cette partie de l'enquête ne figure pas dans le rapport qui a été acheminé au parquet. Là, vous parlez du rapport de la DCPJ. De la DCPJ qui a été préparé en collaboration avec le FBI. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, et cela je le dis sans peur, Monsieur Léon Charles doit donner des explications à la nation, parce qu'il y a d'autres parties du rapport, selon nos informations, qui ne figurent pas, ou d'autres parties de l'enquête qui ne figurent pas dans ce rapport. Et nous l'avons bien vu, immédiatement après cet assassinat, la personne qui dirigeait l'enquête, qui communiquait sur les premières étapes de l'enquête, c'était Léon Charles. Maintenant, la personne qui avait autorité... En sa qualité de... Non, c'était pas sa fonction. Il n'est pas le chef de la police judiciaire. Et je pense que nous sommes fait piéger. Monsieur Léon Charles n'avait rien à voir dans l'enquête. Il a le directeur général de la police nationale, il y a le directeur de la DCPJ. Depuis son avènement à la tête de la police, c'est lui qui, généralement, intervenait dans des conférences de presse pour parler. Pour parler de quoi? Nous parlons... Non. Les opérations de la police, par exemple. Les opérations de la police, mais non pas
d'une enquête qui est menée par la police judiciaire, selon la loi, sous le contrôle du parquet. Lorsque la police judiciaire opère, elle n'opère pas pour le compte ou sous le contrôle du directeur général de la police, mais sous le contrôle du parquet. Ceci doit être clair. Donc, M. Léon Charles doit répondre. D'autant plus que si vous lisez la correspondance du RNDDH adressée au CSPJ et les déclarations que j'ai moi-même faites cette semaine, eh bien, M. Léon Charles a eu une audition spéciale dans le cadre de ce dossier. Cela traduit une certaine... Cela renforce. Vous parlez de pot de vin? De pot de vin et les conditions dans lesquelles cette audition a été réalisée. Il est clair que cela ne fait qu'augmenter les suspicions sur M. Léon Charles, sur son éventuelle implication dans le cadre de ce dossier. Et aussi, nous aimerions apporter, je dirais, des informations supplémentaires sur ce que nous avons dit cette semaine et concernant ce qui se passe au cabinet du juge Gary d'Aurélien. Le NDDH. Juste avant d'y arriver, peut-être on laissera cette partie pour la deuxième partie. Pour notre jour. Non. Je suis... Ah non. Excusez-moi, je sais. Et pour la deuxième partie de l'émission, mais avant, je voulais revenir sur ce que vous avez dit il y a quelques instants à propos de cette fameuse liste, ou encore la liste de trafiquants, par exemple. D'armes et de drogue. La liste recherchée par les assassins présumés. Mais même la première dame, l'ex-première dame, Mme Martine Moïse, a eu à dire, avoir entendu des déclarations faites par les gens qui étaient à l'intérieur de la résidence. Ils ont affirmé aussi en fait, selon elle, les mercenaires cherchaient quelque chose. Et finalement, elle a même dit avoir entendu les gens affirmer qu'ils ont trouvé. Tiens, maintenant, nous ne pouvons pas dire que c'était une liste de trafiquants de drogue ou d'armes. C'est clair. Mais ils auraient cherché quoi? Non. La deuxième chose, nous sommes en présence d'un crime qui a été réalisé par des professionnels. Le fait de dire ou de chercher de mettre la chambre à coucher de Jovenel Moïse en sens dessus-dessous, ça peut être aussi une stratégie pour brouiller les pistes. Je ne sais pas si vous saisissez très bien. Donc, maintenant, il appartient à la justice de clarifier cela. Et c'est pour cette raison que je dis que dans cette enquête, toutes les pistes doivent être sur la table. La piste de trafiquant de drogue, piste de parrain, mon compère, je ne sais pas. Mais il faut aussi chercher l'implication de la communauté internationale dans cette affaire, parce que ce crime a été préparé de manière minutieuse aux États-Unis. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, il faut voir s'il y avait la permission, s'il y avait l'action, une quelconque action en termes de support des autorités américaines. Et ce crime aussi concerne des territoires tels que la Colombie, l'Équateur, le Panama, la République dominicaine. Donc, il faut voir le rôle de la communauté internationale dans ce crime. Et surtout, le plus important, l'un des criminels disait que c'est un coup qui devait être... L'assassinat devait être organisé plus tôt, mais il n'arrivait pas à trouver un avion pour embarquer Jovenel Moïse, mais à destination de quel pays? Cela supposerait que des négociations étaient déjà engagées par ces criminels avec un pays pour recevoir Jovenel Moïse. On ne pouvait pas le mettre dans n'importe quel avion à destination de n'importe quel pays. Donc, là, il faut chercher aussi le rôle de la communauté internationale. Donc, c'est une enquête multicéphale et il faut mettre toutes les pistes sur la table. La présence des mercenaires colombiens, tout l'espoir que ces Colombiens étaient uniquement là pour brouiller les pistes. Vous n'avez pas l'impression? Il faut dire, je ne vais pas dire brouiller la piste, mais je l'ai dit au début, l'assassinat de Jovenel Moïse est un processus, pour moi, j'essaie de chercher une date, peut-être chacun peut avoir une date, et comme quelqu'un qui s'attache à la science, je prends une date
qui est soutenu par les faits, le mandat de Noël Sius. Ça nous met en 2019 avec tout ce qu'il y avait dans le pays en termes de chambardement politique, en termes de violence politique. Maintenant, l'assassinat de Jovenel Moïse a commencé, selon moi, d'abord, il a été assassiné par ses conseillers qui l'empêchaient de voir la vérité et ou dans la réalité. Et les conseils, je dirais, tuatoires qui ont été procurés à Jovenel Moïse. Les deuxièmes assassins de Jovenel Moïse, ce sont, je dirais, la classe politique et tous ceux qui ont contribué à le dénigrer et à le faire passer pour le pire des menteurs. Et les Colombiens, c'est comme une passe décisive à adresser à un attaquant qui n'a pas à se faire de soucis, il n'y a plus de gardien, il n'y a plus de défenseur. Eh bien, les Colombiens sont venus en dernière position pour exécuter l'acte, je dirais, infâme. Maintenant, et d'ailleurs, même les Colombiens l'ont dit, ils pensaient qu'après cet assassinat, il serait acclamé. Et je ne sais pas si... Oui, bien sûr, on a entendu. Donc, c'est-à-dire que c'est une action qui a été préparée et sur le temps avec beaucoup de soin. Donc, pour moi, c'est un processus... Oui, mais à un moment donné, on a l'impression qu'à un moment donné, ce qui a été prévu a été modifié. Oui, très bien. On rapportait que les gens étaient là pour procéder à son arrestation et partir avec lui, mais ce n'est qu'à un moment précis donné que les données ont changé. Ça veut dire que les complots contre Jovenel Moïse faisaient peut-être l'objet de débats, ou bien se préparaient dans plusieurs salons, il y avait plusieurs poches de combat contre Jovenel Moïse. Et si l'on se réfère au rapport du FBI, à la plainte qui a été déposée le 4 janvier contre Palacios par l'entremise de Michael Ferlasso, c'était d'abord, et c'est ce qu'a révélé la police nationale et le RNDDH dans leur rapport, d'abord le plan était de kidnapper le président et de le remplacer par certaines personnalités. Et ces rapports vont très loin pour dire que ce projet a été appuyé par plusieurs personnalités dans notre société, personnalités politiques et autres. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Maintenant, entre-temps, entre le 4 et le 7, le plan a changé parce que jusqu'au 4 décembre, Badio était au four et au moulin recherchant des armes pour faire cette opération. 4 décembre, vous dites? Yes, je dis 4 juillet. 4 juillet. Et ceci est un fait très important. Cela veut dire que l'assassinat où les Colombiens ont pu faire cet assassinat avec des armes retrouvées sur le sol haïtien, et on ne sait pas s'il ne s'agissait pas des armes de la police nationale, de nos armes qui devaient, ou qui sont là, qui étaient là pour nous protéger, pour protéger Jovenel Moïse. Parce que jusqu'au 4 juillet, Badio recherchait des armes et contactait des personnes. Peut-être c'est en ce jour-là qu'il a été voir, selon ce que rapporte le New York Times, l'actuel directeur général de la police nationale, lui demandant de lui fournir des armes pour aller kidnapper, pour nous-mêmes assassiner le président. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans le deuxième article. Dans le deuxième article du New York Times. Donc, là encore, cela consolide notre point de vue et ça devient pour nous une sorte de conviction profonde que les plus hautes sphères de l'État sont impliqués. Sont impliqués. Pourquoi je dis sont impliqués jusqu'à présent? Alors, sont impliqués dans le complot ou dans l'assassinat? Les deux. Jusqu'à présent. Et si vous me permettez, et comme nous venons de parler du New York Times, restons-y, les déclarations qui seraient et qui proviendraient de Badio via JAR démontreraient, là je le mets au conditionnel, jusqu'à ce que cela soit prouvé, démontrerait que M. Ariel Henry a joué un rôle primordial dans cette affaire. Maintenant, il faut déterminer si, avant, il était au courant, mais lors même qu'il n'était pas au courant, lors même qu'il n'était pas dans le complot, qu'il ne faisait pas partie du complot avant, mais il aurait contribué
Et il aurait permis aux assassins de laisser le pays. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment Palacios a pu faire le trajet de Pèlerin 5 jusqu'à la mer? J'espère. Il est passé par la mer, mais il ne parle pas créole. Il ne connaît pas les coins et recoins du pays. Et comment a-t-il pu faire cela? Et d'ailleurs, on rapporte que les Colombiens étaient en Haïti depuis un mois. Le pays était en ébullition. Et on cherchait, d'ailleurs, les autres Colombiens ont été capturés ou tués à cause de leur couleur. Alors ça dit ce qu'il a sauvé, c'était sa couleur, mais lorsque je le vois, ils ne ressemblent pas non plus à un Haïtien. Lorsque je vois par la société, ils ne ressemblent pas non plus à un Haïtien. Et il peut ressembler entre guillemets à un Grimaud, mais il ne ressemble pas à un Haïtien. Donc comment a-t-il pu faire ce trajet? Peut-être cela, la réponse est dans ce qu'a dit Jarre au New York Times, c'est que jusqu'après, plusieurs mois après, eh bien, M. Ariel Henry aurait dit à Badiou, je vais passer quelques coups de fil. Donc, il aurait planifié la sortie de ces criminels du pays. Il aurait, j'ai bien dit. Mais ce que je veux dire, est-ce que, et je ne peux pas le croire, est-ce que notre Premier ministre a parlé à Badiou après l'assassinat? Est-ce qu'il l'a reçu chez lui à 2 reprises, et alors qu'il faisait l'objet de mandats d'amener, d'avis de recherche? Je ne peux même pas l'imaginer. Mais il semble qu'il y a des actes, je dirais, postérieurs qui viennent confirmer, ou qui seraient venus confirmer cela. Je veux dire, la décision qui a été prise contre le commissaire du gouvernement, Bedford, contre le ministre de la Justice, et la nomination de M. Francel B. lui-même, lui-même. Ça dépend si vous voulez l'élimination ou Francel B. comme sujet de cette phrase. Donc, ce sont des actes qui prouvent que les assassins de Jovenel Moïse, l'assassinat a été préparé au plus haut niveau de l'État, les assassins de Jovenel Moïse prennent du temps pour consolider leur pouvoir, et puis ils s'échangent des récompenses. Maintenant, l'autre fait véritablement vraiment important, c'est le comportement du gouvernement par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Notre président a été assassiné. Un suspect aussi important se trouve aux États-Unis, par devant un juge, par devant la justice américaine. Aucun représentant de notre État pour présenter nos prétentions, pour présenter nos prétentions sur ce crime qui constitue une attaque contre notre souveraineté, qui est un véritable acte de guerre. Aucun représentant du consulat et de Miami et au tribunal, et jusqu'à présent, nous ne savons pas ce qui se fait dans ce dossier aux États-Unis, et le gouvernement n'a pris aucune mesure dans ce sens. C'est pour cette raison que nous avons conclu dans la lettre adressée à M. Ariel Henry qu'il peut s'agir d'un acte, que cela peut être le fait de leur incompétence. Mais nous sommes convaincus que c'est une complicité, c'est un acte de complicité avec les personnes qui cherchent à cacher la vérité sur l'identité des auteurs intellectuels de cet assassinat. Merci, M. Newton. C'est juste, on observe la pause et à tout de suite. D'accord. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Merci, Madame, Monsieur de l'intérêt. Avec nous, Maître Newton Saint-Just. Dans l'état actuel de la justice haïtienne, vous pensez faire œuvre qui vaille en mettant au grand jour les informations dont vous disposez? Est-ce que vous pensez que finalement la lumière jaillira? Ce n'est pas des informations dont je dispose, et ceci doit être précisé chaque jour. Certaines, ou la majorité de ces informations ont été communiquées par le RNDDH. Comme ce n'est pas le blanc qui le disait, et on avait tendance à ne pas y croire. Maintenant, avec la révélation du New York Times, mais pour moi, ce n'est pas parole de l'Évangile. Et d'ailleurs, nous avons écrit également au New York Times pour faire des remarques, des commentaires sur le dernier article. Et maintenant, malheureusement, la justice haïtienne est ce qu'elle est.
avec cet art, je dirais, ces vices, ces vilenies, pour répéter un professeur de littérature au lycée Georges Dessalines. Et manque de moyens matériels, et problème de corruption. Et en face, nous avons une justice très équipée qui s'occupe de l'affaire. Et donc, et qui garantit aussi la protection des juges, des avocats, des témoins et tout ça. Donc, c'est une autre affaire. Parce que, par exemple, il est facile de dire que tel juge, dans le cadre de ce dossier, particulièrement, est corrompu. Mais il faut voir les pressions qu'il peut recevoir et que, de fait, il reçoit. Il faut voir les précarités qui constituent son lot quotidien dans l'exercice de ses fonctions. Donc, est-ce que la justice haïtienne peut faire œuvre qui vaille? Et la première chose, c'est que nous devons dire quelque chose. La justice doit dire quelque chose. Et ce n'est pas pour Jovenel Moïse. Parce que, comme je l'ai dit dans la première partie de l'émission, il s'agit d'une attaque contre notre souveraineté, contre notre dignité de peuple. Donc, le sort de ce crime ne peut pas être décidé seulement aux États-Unis. Pourquoi je dis seulement? C'est parce que la justice américaine est compétente pour connaître de cette affaire parce que le crime a été planifié aux États-Unis. Et si nous nous référons au titre 18, paragraphe 956 du Code pénal de ce pays, du Code de procédure pénale, donc les tribunaux fédéraux sont compétents pour des crimes planifiés aux États-Unis. Alors, pour la planification aux États-Unis aux fins de kidnapping, enlèvement, comme nous l'appelons dans notre système, et d'assassinat. Donc, ils sont pleinement compétents, les Américains. Maintenant, nous avons des doutes par rapport à ce qui s'est déjà passé. Et qu'est-ce qui va se passer si l'enquête arrive à conclure en fait, si l'enquête est concluante, tout simplement, et qu'il fasse état d'implication des autorités haïtiennes. Oui. Voilà, il faut être clair là-dessus. Si d'aventure, l'enquête en Haïti, aux États-Unis, révèle que, par exemple, M. Ariel Henry, Premier ministre de facto de son État, a eu à jouer un rôle, eh bien, s'il est encore en poste, il sera difficile de le questionner, voire de l'arrêter, en Haïti ou aux États-Unis. Donc la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il va être PPM à vie, président Premier ministre à vie, au fait d'échapper à la justice? C'est pour cette raison que nous estimons qu'il constitue un obstacle à l'avancement de ce dossier, de par sa fonction. Et nous lui avons dit dans notre correspondance qu'il avait deux options. Ou bien il intente des actions contre le New York Times, ou bien il démissionne. Donc, si l'enquête conclut qu'il y a eu une implication de M. Ariel Henry, eh bien, il devra faire les frais de l'enquête, c'est-à-dire aller en prison comme Palacios. Bon, ce sera une honte pour nous, comme Palacios, comme John-Joël Joseph, mais nous n'en sommes pas encore là parce que M. Ariel Henry, de par sa position, peut empêcher à la justice d'aboutir à la manifestation de la vérité judiciaire. Et ceci est aussi valable pour le chef de la police parce qu'il s'agit des fonctions régaliennes de l'État. Il s'agit d'institutions, je dirais, régaliennes. Non, mais est-ce qu'on peut le sanctionner pour avoir participé tout simplement à une réunion? Ce n'est pas une réunion. Quelqu'un est venu dire à Newton Saint-Just ou à Wendell Théodore, j'ai besoin d'armes pour assassiner un citoyen ou le président. Eh bien, citoyen Newton ou Wendell doivent dénoncer ce fait devant la justice. C'est la première chose. Il s'agissait... Non, mais il n'était pas pas encore directeur. Non, mais regardez, je dis, le simple citoyen au courant de ce fait, de ces faits, doit le reporter ou les reporter à la justice. Maintenant, nous parlons d'un haut gradé de la police nationale, d'un haut gradé qui était dans les couloirs, je dirais, de la direction générale de la police. Pour devenir directeur général, Badio aurait demandé à M. Francel B, selon ce qu'a dit le journal,
de lui procurer des armes pour aller faire un coup d'État. Bon, d'abord, de quel droit? Comment Badio a pu... quelles sont les relations qu'ils avaient? Mais, je ne sais pas si vous voyez... Mais il n'a pas fourni les armes. Non, juridiquement, il fait partie du complot. Nous parlons de droit pur. Ce n'est pas une question de sentiment. Si c'est vrai, et j'espère que c'est faux, j'espère que la justice ne va pas le révéler comme étant vrai. Mais si l'enquête révèle que, effectivement, Badio avait demandé au cours d'une réunion à M. Franz Elbé de lui procurer des armes pour aller faire un coup d'État, ça veut dire qu'il était un membre de cette organisation, au même titre que les Colombiens. Donc, il doit connaître le sort réservé par la loi. L'actualité aussi, c'est la demande produite par Gary Aurélien pour qu'il se... D'abord, il s'est adressé au doyen pour demander un report. Une prorogation. Une prorogation, merci. Ce qui a été refusé. Je ne sais pas si ça a été refusé. Généralement, dans la pratique... J'ai entendu le doyen affirmer que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de donner une prorogation. Ce serait vraiment une exception de notre système. Généralement, c'est automatique. Compte tenu du fait que les juges d'instruction n'arrivent pas, pour ne pas dire jamais, à respecter le délai établi par la loi. Maintenant, le délai, c'est 3 mois. 2 mois pour ce qu'on pourrait appeler pour les profanes un rapport provisoire et 3 mois pour, j'ai dit, l'ordonnance de clôture. Donc, ce n'est pas 2 mois pour l'ordonnance de clôture, ce n'est pas 3 mois pour l'ordonnance pour faire l'enquête. Mais c'est dans 2 mois cela. Et là, on est à combien? On est à 3 mois depuis en décembre. Il faut dire qu'aucun juge haïtien ne peut faire cette enquête en 1 an. J'extrapole. Aucun juge haïtien. Nous n'avons pas les moyens pour cela. Et lorsque le législateur haïtien... Mais la DCVJ a produit son rapport en quelques semaines. C'est un rapport provisoire. D'ailleurs, vous savez que les actes ou l'ordonnance du juge fera objet de voie de recours. Mais ce que je dis, compte tenu des moyens précaires de notre justice, et aussi, lorsque le législateur haïtien avait établi ces normes, nous étions en 1835, je veux parler de notre code de procédure, de notre code d'instruction criminelle en général, il n'y avait pas ces crimes complexes. Ces crimes complexes n'existaient pas. Donc, et dans l'état actuel... Est-ce que vous pensez que le juge Aurélien est de bonne foi? Je ne sais pas, je ne peux pas parler pour lui. Mais ce que j'ai eu ce matin comme information, il a produit la demande depuis le 30 décembre. Il n'a pas eu de réponse. Et ce qui nous concerne le plus, c'est le rôle qu'aurait joué son greffier, entre guillemets, qui rançonnait des personnes impliquées ou qui seraient impliquées dans ce dossier en leur demandant de l'argent et des moyens. Et nous disons, à la suite et à l'instar du RNDDH, si le greffier recevait ou a reçu de l'argent, et de fait, nous avons des informations que de l'argent a été versé, et cela s'est fait en complicité avec le juge. Maintenant, il appartient au juge de le clarifier. Il appartient aussi au CSPJ de mener son enquête. Mais nous avons vu une lettre adressée par le juge Aurélien au doyen Bernard Saint-Ville, lui demandant, depuis, je pense, le début de ce mois, un autre greffier. Cela veut dire qu'il faut donner, sur la base de ces faits, le bénéfice du doute au juge en attendant qu'une enquête administrative... Pourquoi, selon vous, le doyen aurait refusé de désigner un autre greffier? Je ne sais pas. Vous savez, Maître Bernard Saint-Ville est peut-être l'un des juges les plus anciens du système, qui connaît les points et recoins de notre système, un juge compétent. Et maintenant, s'il n'a pas choisi un autre greffier, il y a 2 possibilités. Ou bien ces faits ne lui sont pas encore parvenus, ou bien cette complicité
va au-delà même du cabinet du juge d'instruction. Cela se déverge, je dirais, au niveau du décanat. C'est une hypothèse. Parce que si le doyen est au courant de ces faits, qu'il y a un greffier qui rançonne les gens dans le cadre de ce dossier, et puis le juge, peut-être, s'en est rendu compte, a demandé que ce greffier soit transféré, si cela n'a pas été fait, il faut questionner, non pas seulement le juge, il faut questionner tout le tribunal, malheureusement, il faut le dire, tout le tribunal, et jusqu'à présent, je peux revenir aussi à ce que je disais dès le début de cette émission, il y a tellement de mains qui cherchent à conduire ce dossier dans telle ou telle direction. Et ces mains peuvent se trouver. Ah oui, il y en a beaucoup au niveau de la communauté internationale, au niveau du secteur privé, au niveau de la police, au niveau de la justice, au niveau aussi de la politique, parce que moi-même, je suis convaincu, lorsque je dis que toutes les pistes doivent être sur la table, eh bien, Jovenel Moïse avait des ennemis au niveau du PHTK en dehors, à l'intérieur comme à l'extérieur, donc la classe politique aussi, et la piste de la classe politique doit être sur la table. Donc, il faut regarder dans toutes les directions, en ayant soin d'avoir à l'esprit uniquement la vérité, la recherche de la vérité. Qui doit mener cette enquête? Malheureusement, c'est notre justice, avec tout ce qu'elle a comme moyen. On pourra vous poser encore la question d'une autre façon. Quelle justice? Ce que nous avons comme justice. Merci, M. Newton Saint-Just. Je C'est à sais moi que je dois vous libérer. de te remercier. Je dois filer, mais malheureusement, s'il faut que je revienne, je reviendrai. Mais permettez que je remercie Radio Télémétropole et les autres médias qui, depuis quelque temps, n'ont pas peur de parler de ce dossier. Parce que la manière ou les circonstances qui entourent ce crime ont produit la peur partout, ont provoqué la peur partout. Si un président, avec tous les moyens dont il dispose pour garantir sa sécurité, a été assassiné dans ces conditions, Wendell et Newton peuvent l'être plus facilement. Mais j'ai remarqué que la peur a diminué avec le temps, et je veux féliciter RNDDH, les personnes qui veulent que la vérité soit établie autour de ces faits. Et je veux dire à la population tout entière que... Même si vous n'avez rien dit sur la police qui était chargée de garantir la sécurité. Nous n'avons pas eu ce temps, peut-être nous aurons ce temps. Mais je veux dire à la population que la peur n'est pas la solution. La peur n'est pas la solution. Les Colombiens ne pourront pas nous tuer tous. Il y a notre dignité de peuple, il y a notre souveraineté. Il y a aussi un message à envoyer au monde. Il y a la justice américaine qui se charge du dossier avec tout ce qui va se produire. Donc, la peur n'est pas l'état normal de l'homme civilisé. C'est de préférence l'apanage de l'homme fossile, peut-être l'homme du Néandertal, qui gisait dans les cavernes du globe primitif. Donc, il faut affronter la peur. Il faut affronter la peur. Avec toutes les conséquences que cela comporte. Et avec toutes les conséquences que cela comporte. Parce que, et pour revenir à peut-être Émile Zola, qui a joué un rôle fondamental dans le procès de Dreyfus, qui, avec ce procès, l'opinion publique était empoisonnée contre Dreyfus. Mais Zola disait tout simplement que c'est par le livre, non pas par l'épée, que l'humanité vaincra le mensonge et l'injustice. Et c'est par votre caméra, votre micro. C'est par ma plume, comme je l'ai fait en écrivant au New York Times, que nous allons rétablir la vérité, parce que ce ne sont pas des armes qui dictent et qui établissent la vérité, mais c'est par la pensée, parce que mens agitat molem, c'est l'esprit qui meut la matière. Merci de votre invitation. Merci, Maître Newton Saint-Just. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain.